Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouveau Lion Lunch. Alors j'ai eu un petit doute sur ma connexion, d'où le petit laps de temps. Je suis très contente de vous accueillir pour ce nouveau Lion Lunch. Alors pour commencer, je veux bien que vous utilisiez votre chat qui est tout en bas à droite pour nous dire si vous nous voyez bien, Mathis et moi, donc tous les deux, et si vous voyez bien mon écran, et aussi si vous m'entendez bien. Donc pour les personnes qui ne sont pas encore très très familières de, euh, de Livestorm, vous en tant que participant, participante, vous pouvez ni allumer votre caméra ni allumer votre micro. En revanche, vous me dites oui, Colin, Morgane, Jocelyne, trop bien, parfait, merci beaucoup. Vous pouvez donc ni caméra ni micro. En revanche, on a pensé ce webinaire et tous les live lunch sur lesquels je reviendrai d'ailleurs tout à l'heure comme étant un échange entre d'abord Mathis et moi, mais aussi et surtout pour vous. Donc n'hésitez pas, surtout vraiment faites-le, à poser toutes les questions que vous pourriez avoir en utilisant ce petit chat. Je vois qu'il y a des personnes qui sont connectées, qui sont déjà familières de ce qu'on appelle, nous, les Lion Lunch, donc qui sont proposés par l'école Lyon. Mais pour celles et ceux pour qui ce serait la première fois, juste pour vous expliquer un petit peu l'idée de cette heure, qui en général se fait à distance ou en ligne, se retrouve tous et toutes sur Livestorm. L'idée pour nous, c'est d'inviter un ou une experte dite terrain qui puisse du coup être capable de nous présenter un petit peu la réalité de son métier, nous parler des nouvelles façons de faire, nouvelles façons de communiquer, de travailler. Et en l'occurrence, aujourd'hui, vous vous êtes inscrits et inscrites à un décryptage de ce que c'est que le product design et surtout chez Doctolib. Et pour du coup cette heure qu'on va passer ensemble, on est avec Mathis, qui est product designer justement chez Doctolib. Merci beaucoup Mathis d'être avec nous. Merci pour l'invitation, Annabelle. Très content d'être là. Très très contente aussi. Donc ouais, je vous ai rappelé un petit peu l'idée de ce Lion Lunch, l'importance de participer, d'échanger dès que vous avez un doute sur soit une définition qui a été apportée ou si vous voulez qu'on aille plus loin dans une partie. Vraiment, dites-nous. L'idée, c'est que vous puissiez tirer le maximum de ce moment-là. Le design, peut-être que vous le savez déjà tous et toutes, mais donc c'est porté en général par des personnes qui sont designers UX, UI, et leur rôle à elles et eux, c'est de concevoir la solution. Il y a cette partie de conception qui est super importante et que vous allez voir qu'on va articuler juste après. Et la solution à quoi? À un problème qui a été identifié bien en amont comme étant celui d'un potentiel user. L'idée aujourd'hui, ça va être de comprendre quelles peuvent être les interactions d'une designer avec les autres parties prenantes d'une organisation produit, comme des devs, les PM, aussi de comprendre quels modèles peuvent régir une organisation produit et du coup structurer l'action des designers. Donc, qu'est-ce que c'est que finalement ce design thinking? Quelles sont les différences entre UX, UI? Voilà, on va essayer d'articuler tout ça aujourd'hui et aussi et surtout s'extraire de la simple théorie en se disant que le plus pertinent aussi et inspirant pour vous, c'est aussi d'avoir l'idée de comment est-ce que ça peut être mis en place dans une organisation. Et c'est pour ça qu'on va vachement creuser dans la réalité de Mathis, qui est celle de chez Doctolib. Je regarde en même temps ce que vous avez dit sur le chat. Bonjour Hugo, bonjour Geoffrey. Juste avant ça va être très très rapide et promis, on arrive très très vite dans le vif du sujet. Juste pour vous présenter assez rapidement différentes parties. D'abord sur moi, vous le voyez parce que c'est écrit sur mon nom, mais donc moi c'est Annabelle. Je travaille chez Lyon en tant que programme manager en français. Ce que ça veut dire, c'est que je suis chargée des formations métiers qu'on a. Et aujourd'hui, j'aurai un peu ce rôle de journaliste, intervieweuse. Et du coup, je vais poser toutes les questions à Mathis, soit celles qu'on s'est préparées entre nous ou celles que vous pouvez avoir sur le chat. Donc, vous inquiétez pas, votre chat le chat est vachement lu. Toutes vos questions seront traitées évidemment. Sur Lyon, je veux bien que vous me disiez super rapidement sur le chat si vous connaissez déjà cette école. Mais Lyon, c'est l'école de l'ère entrepreneuriale. Entrepreneuriale, pas dans le sens entrepreneur
terme, mais plutôt entreprenant, parce que l'idée de Lyon, c'est à travers des formations ou des événements de nous donner à voir de toutes les nouvelles façons de faire, les nouvelles façons de travailler, de communiquer, en se disant que c'est en s'adaptant sans arrêt aux changements permanents de notre société pro qu'on peut potentiellement s'épanouir, et surtout en se disant que le changement est peut-être pas si négatif que ça si on choisit de le faire sien. Et il y a quelque chose de finalement très actif dans cette posture-là, au-delà de nous vous donner à voir à des modèles, vous présenter par exemple des experts comme aujourd'hui avec Mathis. Alors, je regarde en même temps. Ok, vous connaissiez. Donc, Salma, tu connaissais déjà Lyon. Merci pour ta réponse. Je vais passer super rapidement sur ça, mais je vous parlais donc Lyon, qui est une école et qui propose du coup des formations métiers. On en a 5 à date et c'est dans le cadre grosse data Web3 Management Product. C'est dans le cadre de Cell Product, évidemment, qu'on organise en général des events comme celui-ci, un prochain en présentiel d'ailleurs, aussi sur ce sujet du produit, avec cette idée de évidemment créer du contenu, décrypter ensemble tous ces métiers, toutes ces organisations, tous ces modèles. Et les prochaines formations chez nous en produit, elles sont sous 2 formats. Un premier en présentiel qui sera du coup, en fait les 2 sont à la rentrée, un qui arrive un petit peu plus tôt que l'autre, mais si c'est des choses qui vous, enfin c'est plutôt des idées qui vous intéressent, n'hésitez pas à plutôt pas revenir vers moi, mais plutôt vers Mélodie, dont on vous mettra le contact avec Céline sur le mail récap qu'on vous prépare. Là, vous avez vu peut-être sur le chat Céline qui travaille chez Lyon, qui a ce webinaire et qui du coup vous envoie des messages et qui du coup va prendre en note un petit peu cette discussion, tous les éléments importants qui vont ressortir de ça, et vous préparer un petit doc à vous envoyer par mail. Comme ça, c'est une espèce de synthèse de tout ce qu'on s'est dit. Avec Mathis, on s'est dit que ce serait chouette de commencer par... donc, je me suis présentée, Lyon aussi, Mathis, ça viendra juste après. On s'est dit que ce serait chouette d'en savoir un petit peu plus. Là, vous êtes presque 40 à ce webinaire, donc normalement, on va avoir plein de réponses. Mais on aimerait bien que vous nous disiez d'où est-ce que vous nous parlez. Est-ce que vous êtes déjà product designer? Est-ce que vous travaillez avec des product designers? Est-ce que vous pratiquez le product design? Est-ce que vous travaillez tout simplement seulement dans le product? Enfin, seulement, c'est déjà très bien. Curieuse de ce domaine, en reconversion, plein de choses qu'on n'aurait peut-être pas imaginées. Dites-nous. Comme ça, en fait, l'idée de cette question, c'est surtout de comprendre un petit peu, alors vous, votre intérêt à ce webinaire, et d'articuler au mieux les questions, moi, que je vais poser à Mathis, et aussi Mathis, dans les réponses, on va savoir un petit peu sur quoi c'est important pour nous, pour vous, de se focus. Alors, Eugénie, donc, qui est product designer, ok, ça marche. Mathieu, pareil. Lucas, product manager, product designer. On a plutôt pas mal de product designers, ok. Alors, Jocelyn, pardon, j'avais pas vu. Je suis développeur web et en formation product management avec Maestro, ok. Product management en ce moment, du coup, Jocelyn, ou pas du tout? Morgane, PM, PO, avec une formation de designer, product designer. Ok, donc déjà des personnes qui sont plutôt familières avec le design. Ok, intéressant. Je vous laisse les autres personnes nous continuer à nous dire. Alors, Karine, product designer, je suis PM, mais m'occupe aussi de la partie design. Ok. Ok, Jocelyn, ça marche. Très bien. Trop bien, merci beaucoup pour vos réponses. Je ne vais pas faire une intro plus longue que ça. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec ma première question du coup pour toi, Mathis. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es et ce qui te plaît assez globalement dans le design que tu fais en ce moment? Ouais, carrément. Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Alors moi, je m'appelle Mathis Freudenberger, je suis product designer chez Doctolib, donc depuis bientôt 2 ans. J'habite à Paris, donc Doctolib, les bureaux sont basés à Levallois, et donc je dépends de ces bureaux-là. Moi, j'ai une formation, on parlait tout de suite d'où on venait, donc moi j'ai une formation de designer. J'ai fait un bachelor en UX UI, en fait, avec un master à l'école de design Nantes-Atlantique, c'est à Nantes. Et en fait, j'ai tout de suite, étant donné que j'ai une formation dans ce domaine-là, j'y suis resté parce que ça me plaît.
Et c'est pas mal en fait de faire ce webinaire parce que ça m'a fait prendre un peu de recul et du coup je me suis posé la question de ce qui me plaisait réellement dans ce que je faisais. Donc ce que j'aime bien, c'est le côté devenir expert un peu dans son domaine. C'est-à-dire que avant de travailler chez Doctolib, évidemment, j'avais pas toute cette connaissance du monde médical, que ce soit côté patient, côté médecin. Et donc ça, je trouve ça cool. J'ai aussi travaillé un peu j'ai fait des stages en agence et dans le conseil. Et donc, quand on passe d'un projet à l'autre, et ça marche aussi pour d'autres, euh, d'autres postes, en fait, comme par exemple le PM ou d'autres postes du produit en général. C'est-à-dire qu'il faut essayer de se mettre dans la peau, enfin, il ne faut pas se mettre dans la peau des utilisateurs, mais en tout cas, il faut essayer de les comprendre et donc devenir un petit peu expert des domaines dans lesquels on travaille. Cette partie-là, je l'aime bien. La partie collaboration aussi, on parlait tout de suite, il y en a qui font des formations, des reconversions. Avoir tous les gens avec qui on travaille n'ont pas forcément une formation en fait de product manager ou de product designer parce que c'est des métiers plutôt des années 90, 2000 qui aujourd'hui sont à la mode mais qui n'existaient pas il y a longtemps. Donc c'est bien aussi, c'est une richesse de collaborer avec des gens qui ont eu des parcours en fait super différents. Moi, je travaille par exemple avec des personnes qui étaient en agence avant, plutôt partie créative, plutôt développeur ou des fois toute autre chose. Donc, je trouve ça hyper enrichissant. Et puis, voilà, de manière globale, j'aime bien aussi l'aspect d'évolution des usages en fait dans le digital. C'est-à-dire que j'aime bien étudier, par exemple, j'ai fait un petit bout de ma formation en Asie où là-bas le QR code était hyper populaire et nous, c'est arrivé juste après le Covid, par exemple, et aujourd'hui au bar, etc., ça devient un peu la norme alors qu'il y a 5 ans, on était incapable un petit peu d'utiliser en Europe. Donc toute cette partie un peu évolution des usages liés au numérique, je trouve ça aussi assez cool. Il faut essayer de suivre un peu ce qui se fait sans perdre les gens, quoi. Carrément, merci beaucoup pour cette première réponse. Si on rentre un petit peu dans le cœur de ce que c'est qu'être product designer, est-ce que tu pourrais nous donner enfin, pour justement expliquer ce que c'est que ce métier, est-ce que tu aurais une métaphore? Je sais que du coup, il y a pas mal de personnes qui, en fait, sont déjà product designers, mais voilà, pour expliquer, illustrer au mieux ce métier-là, qu'est-ce que tu donnerais comme analogie ou illustration? Du coup, ouais, elle est pas de moi, celle-ci. Enfin, je l'ai déjà entendue. Après, j'en ai discuté avec pas mal de collègues pour savoir. Il y en a, enfin, il y a pas mal de réponses d'ailleurs dans le chat. Si vous en avez, je suis assez chaud de les Ah entendre. ouais, bonne idée, carrément. Moi, je trouvais celle de l'architecte pas trop mal. En fait, j'ai un colocataire qui est architecte et Mhm. il y a une partie en fait créativité et il y a une partie plutôt ingénierie technique et fondation, mais souvent qu'on oublie. On se dit le product designer, il est forcément dans un truc hyper créatif. Et en fait, je Ouais. trouve que la partie créativité, des fois, elle est même moindre que la partie qui s'assimilerait plutôt à l'ingénierie ou la technique. Ok. C'est-à-dire que l'architecte comme le designer, il doit prendre en compte un petit peu les contraintes du terrain, c'est-à-dire le produit existant, et ensuite poser des fondations un peu solides pour le départ du projet. C'est-à-dire qu'il doit, par exemple, poser un design system, poser des normes, des règles, pour ensuite pouvoir construire un produit de mieux en mieux. Ouais. Et après, il y a la partie, donc ça serait un peu la partie technique fondation, mais qui pour moi, en fait, doit venir avant la partie créativité. Et ensuite, il y a la partie un peu créativité où on invente, on essaie de faire quelque chose un peu de visuellement impactant, mais ça Mhm. fonctionne que s'il y a la première partie. Et c'est un petit Ouais. peu pour ça qu'on travaille avec un design system aussi, c'est-à-dire un petit peu une boîte à outils dans lequel on a des composants, des règles déjà faites côté design et côté tech, pour en fait avoir cette partie fondation et la partie créativité. Elle s'exprime plus peut-être si on change de projet, si on lance des projets très souvent, par exemple les personnes qui vont pouvoir être en agence ou dans le conseil, c'est là où il y a de la richesse de créativité quand on va faire des sites vitrines ou des choses comme ça. Quand on travaille plutôt sur un produit, cette partie créativité, elle est un peu moindre par rapport à la partie fondation parce que le produit existe déjà, il y a déjà des choses en place, donc on ne peut pas se dire qu'on Mhm. va inventer, quoi. Oui, ok. Parce que tu trouves, toi, que c'est des écueils qu'on trouve souvent dans ce qu'on pense être le product design de créativité à foison, etc. Alors qu'en vrai de vrai, c'est quand même beaucoup de modèles que tu apprends à mettre en place, etc. Ouais, c'est un peu je trouve que c'est un peu le cliché, mais quand Ouais. on dit ouais, les designers, c'est les artistes, Oui. même si on en parle moi j'en parle à ma tante, elle va me dire, bah, il fait du dessin, c'est un créatif. Alors que dans la réalité, je trouve que
on doit de plus en plus collaborer avec les développeurs, être beaucoup plus dans la partie tech, en fait, être conscient des contraintes tech. Et donc, c'est ça qui nous rapproche des fois plus de la technique que de la partie créativité. On peut créer Ouais. des trucs dans tous les sens, mais on va se rendre compte très vite que c'est pas réalisable côté technique. Donc, avoir ce socle technique, c'est quand même hyper important, je trouve, en product design. Ouais, et du coup, j'ai le sentiment que en fait, le designer doit avoir globalement quand même des compétences qui sont de l'ordre du product management. Et finalement, enfin, je sais pas si c'est possible d'ailleurs, mais est-ce que une designer peut aussi être PM en même temps? Ou du coup, pour toi, c'est des rôles qui sont tout à fait différents, tu vois, parce que finalement, ce socle dont tu parles, qui est méga technique et tout, c'est partagé aussi avec le PM. Et est-ce que du coup, juste là, ça fait que c'est très complémentaire comme approche? Ou les deux pourraient se confondre aussi. Bah, il y a quelqu'un dans le chat qui disait, c'est Geoffrey, qui disait, je suis PM, m'occupe aussi de la partie design, donc je Ah pense oui, que exact, c'est t'as raison. complètement possible, surtout dans des projets, par exemple des startups qui se lancent assez tôt, où Ouais. on peut avoir très souvent un PM, un développeur, ou alors un product designer, un PM, un product designer, un développeur. Hmm. Forcément, on va avoir des rôles hybrides, je pense que ça dépend aussi de la maturité de la boîte. Oui, ok. Et plus la boîte grandit, plus forcément ces rôles vont se séparer. Il va y avoir un poste pour chacun parce que la personne va être beaucoup plus expert de son domaine. Mais je pense, comme tu dis, les PM ont peut-être à y gagner, à s'y connaître en développement, en product design, et les product designers aussi en développement et en product design pour Mhm. comprendre un peu les contraintes de chacun et ce qui amène chacun Effectivement. à prendre telle ou telle décision, quoi. Ouais. Et pas juste voir la compétence comme un espèce de silo et qu'après tu refiles et tout. Ouais, ouais, non, je pense que, ouais, non. Je sais pas. Alors, dites-nous dans le chat si c'est intéressant pour vous qu'on creuse ces notions de UX, UI. Comme j'ai le sentiment qu'il y a pas mal de personnes qui font déjà du design, peut-être que on marche sur des sentiers battus, mais peut-être juste super rapidement le temps que vous mettiez si c'est utile pour vous. euh, Quelles sont les différences entre ces deux appellations et du coup ces deux réalités? Bah ouais, il y a souvent, alors je sais pas moi, je pense qu'il va apporter la réponse. C'est pas mal un combat de est-ce que tu es UX, est-ce que tu es UX UI, est-ce que tu es product designer? Je sais pas s'il y a vraiment une réponse universelle, mais du coup j'ai quand même un peu réfléchi. Ok, Et je dirais que UX designer, c'est arrivé un peu plus tôt avec un peu le concept de l'expérience utilisateur dans les années 90, etc. Mais ok, je dirais que l'UX design pur, ça représente vraiment la création de belles expériences utilisateurs, quoi. Avoir en fait une interface ou concevoir des interactions intuitives entre l'utilisateur, le produit, c'est-à-dire bah, être vraiment focus sur avoir une démarche centrée utilisateur en fait. ok, C'est-à-dire j'identifie ce qui est la meilleure option pour mon utilisateur, j'identifie les points de friction sur mon produit, sur mon interface pour concevoir la meilleure user experience. ok. Et le product design, user interface, après on a la partie UI qui là est plus en fait la partie qu'on assimilerait à la partie visuelle, en fait, souvent, si on sépare les deux, j'ai déjà travaillé en conseil où il y avait des personnes qui étaient que UX et que UI. Oui, Donc, en fait, j'allais te demander. Ok, donc c'est possible ça. ouais, c'est possible. C'est possible aussi de faire les deux, UX, UI ou UX et UI. Des personnes qui sont hyper experts, en fait, dans plutôt l'architecture des interfaces, elles vont plus faire des wireframes, c'est-à-dire des interfaces basse fidélité. Et puis la partie Mhm. UI, où ça va être plus les créatifs qui vont, en fait, apporter toute la partie visuelle. Et la différence qu'il pourrait y avoir entre l'UX design et le product design, c'est qu'en fait, je trouve que le parti product design, c'est le designer est responsable en fait de la gestion du projet dans sa globalité, parce que plus souvent, en fait, il doit concilier un peu des objectifs, on va dire commerciaux, stratégie, business, conception, en fait, dans le Ok, but de satisfaire alors l'utilisateur comme l'UX designer, mais aussi les besoins de l'entreprise. Je pense que oui. Ok. c'est ça qui diffère un peu. Ça veut dire que l'UX designer, bah, sa principale, j'allais dire concernation, mais c'est pas très français. La principale chose qui Euh, doit le concerner, c'est vraiment l'expérience utilisateur. Donc, ça permet peut-être des fois d'approfondir un peu plus les sujets. Le product designer, souvent, il va être dans des feature teams, c'est-à-dire des équipes dans lesquelles il peut être le seul designer. Et c'est mon cas chez Doctolib, je pense qu'on en parlera un petit peu après. Et là, du coup, moi, je suis seul designer. On n'a pas un pôle design où toutes les demandes nous arrivent et on a du temps pour se pencher dessus. C'est-à-dire que c'est à moi de parler avec le PM, de parler avec les développeurs et du coup de prendre Hmm, un peu les contraintes. Si le développeur nous dit bah je peux pas faire ça ou alors on n'a pas assez de temps, d'accord. le product designer doit un peu des fois être conciliant, c'est-à-dire
peut-être un peu dégrader l'expérience au profit d'une roadmap ou de choses comme ça. Je dirais que Ok. c'est peut-être la seule différence, quoi. Et bah écoute, c'est intéressant du coup de prendre tout de suite là et bah en vrai de creuser sur ce sujet-là et de prendre la question de Karine dans ce sens. Tu as commencé un tout petit peu à parler de la collaboration avec les POPM. Donc Karine demande, enfin dit, je suis intéressée pour connaître la collaboration product designer et POPM. Là en l'occurrence, on va pas faire de, enfin dis-moi, mais on va pas faire de généralité, mais juste, bah tu peux parler peut-être de comment c'est mis en place chez Docto. Ouais, carrément. Nous, du coup, on fonctionne en feature team. Donc, il y a une équipe design chez Doctolib. Donc, on est 30 product designers. Il y a aussi dans cette équipe design des brand designers, UX writers, design ops et user research. Donc, tous ces rôles, on pourra les détailler si vous voulez, mais on est 30 product designers, donc basés France, Italie, Allemagne. Donc, ça, c'est vraiment le pôle de l'équipe design. Et ensuite, il y a les feature teams. Ok. C'est-à-dire bah, littéralement des équipes qui vont être basées sur des fonctionnalités. Dans ces feature teams, il y a un designer, un PM, plusieurs développeurs et un UX writer, un data analyst, un user researcher. Euh, et en fait, cette équipe, elle va avoir un scope défini. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une équipe qui va être sur la facturation, il y a une équipe qui va être sur la gestion des documents, il y a une équipe qui va être sur la création des ordonnances. Donc chaque Ok. équipe en fait a un scope et toutes ces personnes vont être un petit peu garants de leur expertise. Ok. C'est-à-dire que bah, moi je suis garant du product design avec le PM et sur l'aspect de collaboration, sur l'aspect de collab en fait moi je suis un petit peu entre les deux, c'est-à-dire que je vais avoir des rituels avec l'équipe design, on pourra le détailler peut-être plus tard, et ensuite je vais avoir des rituels avec ma feature team. D'accord. Je pense que du coup, la collaboration PM designer, ça va vraiment dépendre des gens, mais moi ce que je fais, c'est j'essaie d'aller à la plupart des stand-up meetings le matin, du coup avec les développeurs, le PM, pour dire bah voilà sur quoi chacun travaille, connaître les projets en cours et ne pas me dire en fait j'appartiens à l'équipe design parce que ce serait pas vrai, j'appartiens surtout à ma Ah, feature team, ouais, ok. je dois surtout suivre mes projets en cours. Ok. Sur la collab, pour te répondre, Karine, sur vraiment la collab, je trouve que c'est important aussi d'instaurer des rituels. Et personnellement, j'essaye d'aller au maximum aux réunions que mon PM fait. J'ai fait souvent aussi des vie ma vie, c'est-à-dire que je le suis pour comprendre, en fait, avant qu'il y ait le kick-off design du projet, quelles sont les étapes que lui fait avec des fois la stratégie, en fait, essayer vraiment de comprendre son métier pour que la collaboration se passe mieux. Ah, Et c'est intéressant. quand par exemple, euh, en fait, c'est mieux que d'arriver et de dire j'ai parlé avec machin, ou même moi de mon côté, je parle avec quelqu'un en design et j'ai pas concerné mon PM et j'arrive en disant bah ça c'est pas possible, ou lui il arrive en disant bah ça en fait on va devoir annuler. Je trouve que c'est mieux de collaborer en s'invitant mutuellement des fois à des rituels où on n'aurait pas pensé inviter l'un ou l'autre. Et ça permet de plus comprendre les enjeux de chacun. C'est-à-dire, Ouais. lui commence à plus comprendre bah, sur quoi réfléchissent les designers quand ils font des meetings et quand moi je présente ce que je suis en train de faire. Et lui, bah, moi, ça me permet d'aller voir des gens qui sont sur la stratégie go-to-market ou des choses comme ça, des gens où je connaissais même pas le métier avant d'assister à la réunion, on va dire. Et moi, ça me permet de savoir aussi, lui, toutes les contraintes qu'il a. Et donc, quand on se retrouve, on a un weekly ensemble, quand on se retrouve et qu'on fait des meets sur un projet, on a en tête chacun les contraintes de l'un et l'autre et ça permet d'avoir un peu un débat bah, en fait avec tout en tête. On n'est pas obligé de s'expliquer chacun l'une des deux parties, quoi. Oui, Je sais pas avec si c'est la clair, mais- connaissance un peu globale de toute sa, entre guillemets, réalité, quoi. Ouais, oui, complètement. Bah, de se Intéressant. dire si j'étais on a un sujet et de se dire moi j'essaye de me dire souvent si j'étais product manager, est-ce que j'aurais pris la même décision? Hmm. Même si ça va dégrader l'expérience utilisateur, ça c'est bah, des fois où je veux dire on n'a pas le temps de faire les 5 features qu'on a prévues, on va en faire que 3. Bon, toi, tu as travaillé sur 5 features, donc des fois, tu es un petit peu en train de te dire, bon, c'est un peu galère. Mais si tu comprends et que tu te dis, bah, c'est vrai qu'en discutant avec l'autre personne de telle équipe, etc., on a vu que c'était pas possible. Si j'étais PM, en vrai, j'aurais pris la même décision. Ça permet de un peu rationaliser et de se dire, bon, bah, tant pis, enfin, ça paraît rationnel comme décision, quoi. Ouais. Et là, tu as commencé un tout petit peu à détailler cette partie-là, enfin, si on creuse un peu, mais cette capacité en tant que product designer ou assez globalement de différents métiers, mais de se mettre à la place de l'autre pour bah, en comprendre, bon, déjà aussi parce que c'est super enrichissant, mais est-ce que tu dirais qu'il y a d'autres soft skills
Et du coup, quelles seraient-elles quand on est product designer et hard skills aussi, si si on a vraiment la grande picture. Bah, quand je suis arrivé chez Doctolib, du coup, après mes études, j'avais jamais travaillé en tant que product designer personnellement. Donc, j'avais fait j'étais plutôt UX, UX, UI. Donc, j'avais travaillé plutôt pour des projets, pour des clients, donc agences ou conseils. Ok. Et donc, ça m'a un peu challengé le rôle de product designer. Et du coup, je dirais que le premier socle, ça paraît un peu basique, mais en fait, j'ai focus sur mes hard skills déjà. Ok. Me dire, voilà, dans ma tête, j'ai mes process, je comprends comment ça fonctionne, je comprends le double diamant, je vous montrerai un exemple après, mais Oui. en fait, que mes process soient clairs, c'est-à-dire à qui je parle à quel moment, qu'est-ce que je fais dans mon process design à quel moment, pour être D'accord. sûr que voilà, je peux délivrer un truc une fonctionnalité qui fonctionne bien de A à Z. Et ensuite, je me suis rendu compte que fallait aussi focus sur les soft skills, c'est-à-dire bah, apprendre de son environnement, apprendre des autres personnes qui nous entourent aussi. Mhm. Que le premier enjeu, c'est de faire sa place, c'est-à-dire lorsqu'on arrive, même pas dans une boîte, mais des fois dans une nouvelle équipe, c'est bah, on va devoir parler avec légitimité euh, à des personnes, des fois, qui ont plus d'expérience que nous, ou qui connaissent mieux le public que nous, ou qui connaissent mieux telle et telle partie. Et donc, bah, souvent, au départ, on se fait un peu plus discret, où la personne va nous dire, bah, est-ce que tu peux faire ça de telle manière, ou est-ce que tu peux enlever ça? Et donc, on va se faire challenger, on va se faire un petit peu chambouler, et c'est là où il faut arriver à être à l'écoute, à vraiment se rappeler qu'on a été aussi embauché pour nos compétences. Ouais. Ça fait jamais de mal, je trouve, mais de se dire, bah, moi aussi, j'ai de la connaissance. Je peux peut-être challenger aussi ce qui est fait dans l'équipe. Et le soft skill, c'est d'essayer de comprendre ce qui drive, je pense, chacun des personnes, ce qui drive le PM, ce qui drive les devs, et comment on peut arriver à faire que le design soit plus central dans l'équipe. Hmm. Par exemple, ça peut passer par, si vous, moi, je travaillais avec un PM qui était data analyst. Eh bien, je me rends compte que des fois, lui donner des data ou informer en fait les designs que je fais, bah, c'est une manière aussi de prouver que les designs sont réfléchis et que c'est pas uniquement quelque chose de visuel. En fait, je Hmm. dirais que voilà, le soft skills d'essayer de faire sa place et de capter ce qui drive chacun des éléments de ton équipe, ça peut être intéressant. Et le deuxième, je dirais que ce serait de pas mettre trop d'affect dans ce que l'on produit parce que des fois, on va travailler, par exemple, pendant des mois sur une fonctionnalité. Et à la fin, on va nous dire, bah non, en fait, je trouve pas ça ouf. Ou alors, il y a quelqu'un d'autre à qui on va montrer, je sais pas, un product director ou quelqu'un peut-être de plus haut placé ou qui n'a pas vu le projet et qui va dire, bon, bah non, ça, il faut le refaire ou ça, on va pas le faire. Euh, En fait, il faut essayer de se dire, si tu mets de l'affect en disant, bah ça, c'est mon bébé et en fait, on est en train de le casser, je suis pas d'accord et on le défend corps et âme. Des fois, on peut être peut-être un peu biaisé, je pense. Donc, je me dirais que il faut qu'on accepte peut-être les feedbacks pour, bah, enfin, il faut qu'on se dise, est-ce que voilà, ce feedback, il va dans le sens du problème de ce pourquoi on a fait la feature. Donc, Ouais, pas ouais. dire sur c'est ma feature, mais se dire pourquoi on a fait cette feature à la base, quel était le problème, bien comprendre les enjeux du projet, les contraintes, et communiquer au maximum. Comme ça, c'est-à-dire que si les gens ont des feedbacks à faire, ils les font au bon moment, et tout au long du Ouais. projet, on essaie bah, de bien prendre ces feedbacks et de bien se recentrer sur le problème et du coup de pas être trop focus solution et du coup Hmm. dedans quoi. Oui, et de se dire que finalement, c'est OK les retours. Mais je peux comprendre que parfois, c'est super difficile et c'est le Bah retour. ouais, Enfin, je peux aussi comprendre que quand tu as commencé un tout petit peu à dessiner la solution, mais du coup, c'est super important aussi d'être, même en tant que. Mais je sais que c'est un truc que tu avais écrit, toi, dans un article de. Je sais plus exactement comment tu avais présenté la chose, mais je crois que c'était mes retours de ma première année de product, en tant que product designer, de en fait être ouais, toujours méga focus. Et en fait, ça fait sens d'être toujours méga focus sur le problème et pas sur la solution. Alors que, mais c'est difficile parce que en tant que product designer, vous êtes quand même vachement tourné solution. Mais du coup, c'est super important de se rappeler de ça qui est aussi le cœur de vos métiers. Alors, il y a pas mal de questions et du coup, je me dis que c'est super intéressant qu'on y passe direct là à l'application un peu du design chez Docto. Alors, Elisa demande à quel moment et de quelle manière les PM s'impliquent-ils dans la conception avec les designers? Ça va être au moment du design kick-off. Je pense qu'on pourra
l'exploiter après, mais il y a une partie un petit peu en amont où du coup c'est plus la partie stratégie et là le designer n'est pas forcément convié ou alors s'il le souhaite ou si c'est nécessaire. Et ensuite on va se dire, bon, bah, voilà, on commence vraiment à travailler sur soit on va travailler au départ sur une phase de discovery, mais on le verra plus tard, où vraiment on va aller chercher le problème, ou soit on va des fois, on a déjà assez de ressources pour connaître le problème et on va attaquer la phase de solution. Donc je dirais que c'est à partir du moment où il y a un besoin, soit pour aller chercher le problème et ensuite revenir sur la solution, soit pour aller directement concevoir la solution. Ok. Donc, les PM peuvent s'impliquer ensuite tout au long de ce processus design qui est le double diamant, en tout cas chez Doctolib. Évidemment, toute la feature team est dedans. C'est-à-dire que même Oui. si les développeurs veulent participer à la user research, même si l'UX writer veut participer à la user research, tout le monde est dans le processus design, ainsi que PM ou même data analyst, quoi. Merci pour cette réponse. Il y a Morgane qui avait une autre question. Comment les product managers et product designers collaborent dans la phase de discovery et user research? Ah, mais du coup, c'est un peu... Ouais, bah, en fait, c'est comment on collabore. Quand on fait une discovery, ça va être l'idée par la user research. C'est-à-dire qu'on va se dire, je montrerai un exemple tout à l'heure, mais on va se dire, est-ce qu'on va faire est-ce qu'on a déjà le knowledge en fait sur Dovetail, par exemple, on va lancer un nouveau projet. Si on ne l'a pas, comment on va aller chercher ce knowledge? Est-ce qu'on va aller interviewer des patients ou des médecins, parce qu'on a aussi une partie B2B chez Doctolib. Comment on va les interviewer? Est-ce qu'on va aller dans leur cabinet? Est-ce que ça va être en ligne? Est-ce que ça va être des sondages? Et en fait, toute cette discovery, il va falloir essayer de la structurer au maximum. Alors, dans la réalité, c'est assez difficile de structurer une discovery, mais de se dire, on est tous sur le même, enfin, on sait tous ce que chacun fait et le rôle de chacun, et on implique tout le monde. Ça permet en fait d'impliquer le PM dans la conception, la discovery, les questions. Ça permet en fait que tout le monde ait le même niveau d'info Ouais, et en fait, exactement. il y a pas de transmission, de dire, bon, bah, tiens, maintenant c'est à toi le designer, hop, et puis moi je reviens dans un mois, tiens, c'est à toi le PM. En fait, si les développeurs, entre guillemets, je grossis le truc, mais si les développeurs, bah, ils font les entretiens, ils comprennent aussi l'intérêt du projet, on peut échanger ensemble sur un pied d'égalité et on a tous le même niveau d'info et ça permet à tout le monde durant la discovery, de collaborer ensemble. Ouais, et de se sentir tous et toutes honneur de, en fait, du projet slash le problème, la solution dans sa globalité. Et je trouve qu'il y a un truc de plus de... c'est hyper plus valorisant aussi de se sentir impliqué pendant tout le process. Merci Carrément. pour cette réponse. Alors, il y a Julien et de nouveau Morgane. Attends, je regarde si du coup c'est lié à la réponse que tu viens d'apporter. Oui, ok. Donc, je vais prendre d'abord celle de Morgane. Justement, comment tu vois les rôles de PM et PRD dans leur collaboration, car la limite peut parfois être très fine. Bah, c'est vrai que des fois la limite peut être très fine mais je sais pas si en fait c'est vraiment négatif. Je me dis que si la limite est fine, c'est que alors, évidemment, si ça se passe bien, par exemple, moi, ça m'arrive de collaborer avec mon PM et on se croise au bureau, on se dit, viens, on se pose une heure sur un tableau et on essaie de dessiner telle et telle solution. Ou par exemple, moi, je vais commencer à faire du design un peu Lofi et lui, il va faire un peu des specs à côté Lofi, quoi. C'est-à-dire qu'on va un peu collaborer ensemble. Lui va me donner des retours. Moi, je vais pouvoir aussi réfléchir sur les specs et dire, bah, est-ce que c'est pas plus simple si on reprend telle partie qui est déjà dans le produit? Et Mhm. moi, personnellement, ça m'intéresse et ça fait un peu sens avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que si le designer comprend le travail du PM, bah, je pense que c'est mieux pour faire des concessions, c'est mieux pour collaborer. Et Ouais. pareil, si le PM comprend le travail du designer, ça peut aussi aider dans la collaboration. Donc, je pense que après, quand il y a des désaccords, il faut arriver à se dire bah, qui est garant de cette chose en fait. C'est-à-dire que si je présente une interface qui a des retours utilisateurs qui sont à 50-50, bah, je suis product designer, donc je serai peut-être normalement le plus à même ou le garant de l'expérience utilisateur. Donc, dans ce cas, il faut se dire que c'est plutôt au designer de prendre la décision. Si c'est quelque chose qui relève de la technique ou du développement, ça va pas être à moi de trancher, ou si c'est quelque chose qui relève plus du product manager, c'est là où la différence pourrait se faire, je pense. Mathis, tu as commencé à en parler un petit peu et du coup, je vais prendre la question de Rémi à ce moment-là. Qu'est-ce que tu penses de la visual spec comme vue chez Conto?
Alors, je suis pas sûr de comprendre la question. Est-ce que Rémi, tu peux la préciser sur le chat? Dispositif en Est-ce que c'est un ambiance. truc qui est très spécifique à Conto? Ouais. Bon, on attend que Rémi précise. Et il y avait une autre question de Julien, je crois. Alors attends, oui, c'est bon. Dans chaque feature team, quel ratio entre les fonctionnalités user testées et celles améliorées au fil de l'eau? Donc sans user testing. Ouais, alors on fait toujours du user testing si c'est des features qui vont être lancées. Après, ça peut être du user testing qui est modéré, c'est-à-dire avec, par exemple, on va appeler les praticiens pendant 1 heure ou pendant 30 minutes et ils vont tester devant nous. On va peut-être aller en cabinet faire tester des prototypes pour vraiment avoir leur retour, c'est-à-dire que ça fonctionne pas, pourquoi ça fonctionne pas et pouvoir un petit peu discuter avec eux. Soit Ok. c'est non modéré, et là, c'est souvent quand on est un petit peu plus sûr. Moi, je travaille pour la partie B2B, donc c'est-à-dire avec les médecins, et on a une communauté. C'est un petit peu comme un forum de tous les médecins qui sont sur Doctolib. Ils ont un accès sur cette communauté. Donc, très souvent, on va envoyer le lien d'un mail en disant bah, est-ce que vous pouvez tester ce Protofigma? Et puis, il y a des questions. Et là, c'est ce qu'on appelle les user tests non modérés. Donc, ça prend un petit peu moins de temps à faire. Et on va toujours user tester des features qu'on lance. Après, quand c'est des features qu'on améliore, si on est sûr des améliorations, ou par exemple, c'est des améliorations qui sont remontées depuis longtemps ou qui vont être remontées sur la communauté, et par exemple, je sais pas, il y a 50 commentaires qui vont les liker, là, on va pas user tester. Ce qu'on fait aussi, c'est des fois du A/B testing ou du progressive rollout, c'est-à-dire que on va lancer une feature pour être sûr qu'elle bug pas ou on n'est pas sûr. Par exemple, c'est un gros changement, on n'est pas sûr qu'on a tout bien calibré de A à Z. On va lancer au début, par exemple, à 30 praticiens, puis 100 praticiens, puis 1000 praticiens, en prenant les retours au fur et à mesure. Mais on aura quand même pré-testé, nous, côté design, pendant le cycle design, la feature. Ok. Merci beaucoup, Julien. Je vois que tu es en train de taper, donc dis-nous si c'est... Ah, trop bien, parfait. Rémi, du coup, a précisé sa question. Je te la lis, Mathis. Ouais. Quanto a fait un webinaire où ils expliquent comment ils utilisent 100% Figma pour le design et toutes les règles de gestion et spécifications incluant Figma. Ça sert de livrable pour les devs et ça permet de ne pas avoir de backlog en parallèle, sans doute, de backlog parallèle, pardon, sans doute une technique propre à eux, point d'interrogation. Ouais, sûrement. Alors moi, j'étais pas à ce webinaire, Rémi, mais donc ils utilisent Figma, 100% Figma pour le design, toutes les règles de gestion, spécification. Alors, si c'est les specs design, nous, chez Doctolib, on a aussi toutes les règles du design system qui sont sur Figma. Avant, on avait un site web 08 où on réécrit. En fait, il fallait checker le design system sur Figma et les règles sur un site en parallèle, mais évidemment, l'équipe design system s'est rendu compte que les designers, bah, et moi le premier, on adore rester sur Figma. Et donc maintenant, toutes nos guidelines design, elles sont aussi sur Figma. Après, concernant les specs et ce qui concerne les devs, nous, les devs, après, ils refont des tickets sur Jira pour la partie développement. Donc après, il faudrait que je m'intéresse à ce qu'ils font chez Conto. Mais nous, enfin, je ne sais pas si c'est ça dont tu parlais. Les devs, ça permet de ne pas avoir un backlog en parallèle. Nous, on a tout ce qui est design sur Figma, mais ensuite, il y a quand même les tickets qui sont faits sur Jira. Et là, on sort de Figma au moment du dev, quoi. Ok, très clair, merci, merci Mathis. Pour rentrer dans le détail du, euh, du double diamant, pardon, j'ai eu un trou. Est-ce que, alors tu pourrais nous donner, peut-être, en fait, je me dis que tu peux directement montrer l'application chez Doctolib et du coup, en même temps, présenter bah, la fin, tu vois, théorie et pratique en Ouais, même temps. ouais, carrément. Alors, je vais faire un petit partage d'écran. Hop. Tac. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, c'est bon, parfait. Alors, comme je disais, les designers, ils détestent sortir de Figma. J'ai même fait le diapo sur Figma, du coup. Donc, ça va être une application du double diamant dans un projet. Donc, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je travaille sur la partie B2B. Donc, ça, c'est le premier projet que j'ai mis en place chez Doctolib. C'était sur la partie gynécologie. Euh, donc, on a un produit, là, c'est des screenshots de l'interface, mais on a un produit du coup pour les médecins sur lesquels ils ont les dossiers des patients. Et donc, durant une consultation,
Ils vont remplir, par exemple, voilà, vous venez pour un mal de dos, ils ont l'historique de la dernière fois où vous êtes venu pour ça, ça, ça. Ils vont pouvoir faire des ordonnances. Enfin, voilà, vraiment la gestion des dossiers patients sur le produit B2B Doctolib. Et là, le projet de la gynécologie, du coup, c'était de s'intéresser aux gynécologues et comment, parce que ce produit était à la base uniquement pour les médecins généralistes, et comment on allait pouvoir target, par exemple, des gynécologues ou la partie gynécologie, comment on allait pouvoir l'intégrer dans le produit. Donc ça, c'est le double diamant. Il y a 2 diamants. Ces deux diamants, ils commencent, donc il y a un design kick-off, ensuite il y a poser le problème, et puis ensuite il y a la release. Il y a un truc que j'aime bien, c'est de dire que ce diamant-là, en fait, c'est design the right thing, et celui-ci, c'est design things right. Donc celui-là, on pourrait dire qu'il est design the right thing, c'est qu'est-ce qu'on va designer, plus focus sur le problème, et celui-là, c'est comment, une fois qu'on a vraiment cerné notre problème, comment on va pouvoir designer notre solution correctement, donc plus focus solution. Donc, on a commencé par un design kick-off. Donc là, c'est, comme on a pu l'évoquer tout à l'heure, en amont, il y a toute la partie stratégie voilà, le PM est inclus dedans, il y a la partie stratégie, le designer n'est pas forcément inclus dedans, parce que c'est pourquoi on va target les gynécologues, les personnes vont avoir des chiffres, ils vont faire des études. Donc nous, on n'est pas forcément au tout début de cette partie. Donc pour moi, le design kick-off, c'était bien comprendre les enjeux, donc stratégie, business, de pourquoi on fait ce projet, dans quel pays le projet sera lancé. Donc là, en l'occurrence, c'était en France. Est-ce qu'il y a une date de lancement qui est déjà fixée aussi? Ça permet de savoir si on a du temps pour le design et quand on va pouvoir le faire. Des fois, on a plusieurs projets en cours. Et quel est le scope du projet? Ensuite, de quelles informations je dispose en tant que designer pour comprendre le projet? C'est-à-dire, qu'est-ce que la gynécologie? Donc là, c'était ce qu'on disait au tout début, être un peu expert et aller chercher, ça peut être dans des livres, ça peut être demandé à des collaborateurs qui pratiquent la gynécologie. Donc là, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas uniquement les gynécologues, mais il y a aussi les médecins généralistes, donc qui étaient déjà utilisateurs de notre solution, et les sages-femmes, par exemple. Et combien de praticiens la pratiquent en France? Donc, tout ça, souvent, c'est des informations qu'on peut déjà avoir et qui ont mené à ce qu'on lance ce projet. Donc, je pense que c'est important en tant que designer d'aller chercher ces informations-là et de ne pas être que driver solution, mais de se dire, voilà, pourquoi ils ont voulu lancer ce projet et avoir tout ça en tête. Ensuite, on arrive à la première partie, donc, qui est Discover. Donc là, on va être dans une phase, en fait, ça fait 2 phases, ça fait une phase un petit peu qui s'ouvre. Donc là, c'est une phase de divergence. Et ensuite, il y a des phases de convergence. Donc là, la phase de divergence, on va un petit peu partir dans tous les sens et ratisser assez large. Donc il y a la collection de données, faire du coup une user research, chose qu'on a faite, et benchmark et audit. Donc la collection de données, est-ce qu'on a déjà des utilisateurs sur notre produit? Ça peut être bien de savoir, est-ce qu'on a une feature qui est similaire? Est-ce qu'ils l'utilisent? Est-ce qu'ils sont satisfaits, pas satisfaits? Par exemple, avec le NPS, qui est un outil pour mesurer la satisfaction. Ça peut être bien d'aller collecter des données sur notre produit aussi. Ou est-ce qu'on a déjà des médecins généralistes qui pratiquent la gynécologie sur notre produit? Peut-être qu'on en a 20% et donc on se rend compte que c'est une grosse part et qu'il va falloir l'adresser. Faire une user research, donc s'intéresser à la pratique des gynécologues, des médecins, des sages-femmes. Là, nous, on a fait des entretiens d'1 heure, un petit peu comme là on ferait, sauf qu'on serait la feature team et le praticien en question. Et donc la user research va aussi apporter ce côté structuration de l'entretien, comment ne pas biaiser les questions et comment vraiment recueillir toute cette donnée et en tirer le meilleur. Et donc, cette partie user research, elle nous sert à quoi? Savoir quels sont leurs problèmes et leurs besoins. Et puis, faire un benchmark et audit. Donc, quel logiciel utilisent ces praticiens aujourd'hui et comment ces logiciels sont-ils construits? Donc, par exemple, il y avait des médecins généralistes qui étaient sur notre produit, mais qui utilisaient des outils à côté pour calculer des choses pour les femmes enceintes ou ce genre de trucs. Et c'était important pendant les entretiens de leur demander les liens et moi d'aller explorer un peu comment ces petits produits étaient faits et pourquoi ils allaient les utiliser. Ensuite, on passe à la phase de définition. C'est-à-dire que là, on est un peu parti dans tous les sens. On a plein d'idées. On a fait des entretiens d'1 heure avec, par exemple, 20 praticiens. Donc, ça fait 20 heures d'entretien. Donc, il y a eu des idées qui ont émergé un peu dans tous les sens. Et là, le but, ça va être vraiment de rationaliser. C'est-à-dire sur quel problème on va vraiment se concentrer et quel problème est récurrent. C'est-à-dire que sur les 20 entretiens, si on a un problème qui ressort 20 fois, et bien évidemment, on va se dire, là, il faut peut-être qu'on l'adresse. Ou si on a un problème
qui va toucher 80% des médecins généralistes, gynécologues et sages-femmes, et qui a un gros problème, bah là, évidemment, on va peut-être focus sur ce problème. Donc là, l'idée, c'est voilà, identifier les opportunités, quels sont les principaux besoins dans leur pratique, qu'est-ce qu'on retient de la user research, et donc quels problèmes on va laisser dans le scope ou hors scope, en fait, qu'est-ce qu'on va tacler ou pas. Et là, ça nous permet du coup de poser le problème. Donc nous, dans notre cas, ça a été comment aider les praticiens à suivre une patiente durant la grossesse. Parce qu'on s'est rendu compte que les sages-femmes, les médecins généralistes et les gynécologues suivaient des sages-femmes pendant la grossesse et que c'était un travail avec les logiciels qui était aujourd'hui assez fastidieux. Et donc, c'est pour ça qu'ils utilisaient des logiciels à côté. Une fois qu'on a posé notre problème, on passe à la phase de design. Et là, on va repasser dans une partie divergence, c'est-à-dire que on a notre problème et là, il va falloir explorer tous les possibles autour de ce problème. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est reposer, là on le voit dans la partie blanche, donc c'est sur Amiro, c'est un petit peu petit, mais le détail intéresse peu, mais c'est reposer en fait, c'est quoi le parcours de grossesse d'une femme enceinte, c'est-à-dire par quelle étape elle passe et à chaque consultation, qu'est-ce qu'on va devoir vérifier. Donc l'objectif de chaque consultation, quand est-ce qu'il y a des tests sanguins, des échographies, et puis ouais, l'objectif de chaque consultation pour être sûr d'avoir le bon knowledge. Donc c'est-à-dire que j'ai repris les interviews, la user research, donc aider de la user research. Il y a cette petite roadmap, là, cette petite timeline qui s'est montée. Et ensuite, au-dessus, j'ai repris les pains identifiés par la user research aussi. On utilise nous Dovetail chez Doctolib, donc ça nous permet de taguer, c'est-à-dire qu'on va retranscrire l'interview et de taguer, par exemple, là, cette personne a remonté tel pain, cette personne aussi, et de se dire, bah, sur les 20 praticiens qu'on a rencontrés, il y en a 20 qui ont remonté le pain numéro 1, il y en a 8 qui ont remonté le pain numéro 2, etc. Et donc moi, j'essaie de les lister ici et de me dire, sur cette timeline, à quel moment les pains interviennent sur le parcours de grossesse. Donc par exemple, il y en a un, c'était les praticiens ne peuvent pas exporter le dossier correctement, le dossier de grossesse, parce que quand la femme enceinte va à l'hôpital, le médecin a besoin d'exporter le dossier pour le médecin de l'hôpital. Donc par exemple, ce pain, c'est un pain fort, mais il n'intervient qu'à la fin. Il y a des pains qui sont aussi très gênants, qui interviennent sur tout le parcours de grossesse. Donc ça permet un petit peu de qualifier les pains et de savoir à quel moment du parcours de grossesse tous ces pains interviennent. Ensuite, il a fallu les catégoriser, c'est-à-dire, est-ce que les médecins nous ont dit, voilà, ça c'est vraiment très gênant, peu gênant ou pas trop. Et je catégorise du coup les pains en se disant, est-ce que c'est voilà, middle, low ou high. Donc par exemple, les praticiens n'ont pas un accès rapide aux antécédents gynécologiques de la patiente. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas remplir, il n'y avait pas de case pour dire, bah, la patiente a déjà eu des enfants ou elle a déjà fait une fausse couche. Et donc ça, c'était problématique parce que dès qu'on a une patiente enceinte, les médecins avaient envie de remplir un champ dans les antécédents médicaux relatifs à ça. Et donc, le but, ensuite, c'est de se dire, je prends un pain, je liste les problèmes qui en découlent et ensuite, je vais vers une solution. Donc, par exemple, les praticiens n'ont pas un accès rapide aux antécédents gynécologiques de la patiente. Qu'est-ce que ça peut faire? Une perte de temps de naviguer dans l'outil parce que du coup, ils vont devoir trouver un autre endroit où noter cette info. Certains antécédents peuvent être oubliés dès le départ du suivi. Donc, s'ils n'ont pas d'antécédents, ils n'ont pas d'endroit pour le noter, donc ils peuvent l'oublier. Et cela peut induire une mauvaise décision et nuire à la santé de la patiente. Donc ça, c'est tous les problèmes qui découlaient de ne pas avoir une case pour saisir ces antécédents gynécologiques. Et donc, ensuite, on traduit ça en solution, c'est-à-dire il faut rendre les antécédents gynécologiques accessibles rapidement pendant la consultation. On traduit le pain, ensuite on liste tous les problèmes qui en découlent et on liste une solution hypothétique, en fait, qui est pour l'instant sous forme d'un texte. Ok, et on n'est pas du tout enfin la solution n'est pas formulée comme étant une fonctionnalité pour l'instant. On reste sur, ouais. Il faudrait qu'il y ait ça pour, enfin, tu vois, on pense pas direct à comment est-ce que ça pourrait se mettre dans l'appli et tout, on est d'accord? Ouais, on est d'accord. Alors, Okay. on l'a peut-être déjà en tête parce qu'évidemment, la discovery, Oui. on parle avec les prats, on sort du call, on dit, ah, mais faut carrément qu'on fasse ça ou qu'on fasse ça. On l'a en tête, mais il convient quand même de se dire, en tant que designer, je rationalise et si on fait cette solution, par exemple,
je pourrais l'informer en disant bah, ça découlait de ce problème et ça découlait de ce pain qui a été vu dans, je ne sais pas, 10 des 20 entretiens de user research. Et c'est un pain aujourd'hui qui remonte fréquemment. Donc ça permet un petit peu d'informer la démarche. Et on ne se dit pas, bah, ah, on a entendu 3 praticiens dire ça, on va sur Figma et on fait un truc en high fidelity. C'est pas mal de pouvoir décomposer aussi pour se dire d'où vient ce qu'on fait. En fait, on reste focus sur le problème à la base, de dire que cette solution, elle vient de ce problème. Et ensuite, du coup, on va aller vers cette partie de solutions, entre guillemets, tangibles. Donc, cette partie de design, donc c'est-à-dire le début du deuxième diamant qui est toujours en divergence, c'est avoir les feedbacks et itérer, donc s'approprier l'UR et les feedbacks utilisateurs. Concevoir une user journey map, donc un petit peu cette timeline, ça dépend un peu du projet, mais de se dire que l'utilisateur va passer par différentes émotions. Des fois, il va être frustré, à quel moment il est frustré, quel pain à quel moment. Être dans la co-création, donc par exemple, ça peut être identifier des solutions potentielles, faire des workshops sur le problème précis. S'il y a des gens de la strat ou des devs qui ont participé à des entretiens ou le PM, ça peut être faire des workshops ou ça peut être aussi rappeler des users si c'est un problème qu'on a identifié à la fin de la discovery où on se dit qu'on peut avoir plus de matière. Ça peut être aussi une idée de rappeler des users pour participer à des workshops. Et puis prototyper, donc c'est là, ça va être donner vie aux solutions, aller du pain du coup jusqu'à la solution. Et là, ça peut être prototyper des solutions un peu dans tous les sens. Donc basé sur la slide d'avant, évidemment, ici. Là, ça va être partir sur Figma, faire des trucs Lofi, faire même des workshops sur les antécédents gynécologiques, comment chacun les voit, et puis chacun dessine. Il y a le Crazy 8 qui est pas mal, où en fait, il y a 8 cases, et toutes les cases, pendant 1 minute, chacun dessine la solution 8 fois, donc ça donne plein d'idées en tant que designer, donc ça, c'est pas mal. Et Mathis, juste pour ouais. préciser sur la partie Lofi, c'est-à-dire que vous dessinez seulement genre des pages écran sans beaucoup de détails. Du coup, c'est un peu, ouais, c'est maquette. Enfin, définis un peu basse fidélité. Qu'est-ce qu'on met Bah, derrière? ça peut être des trucs sur le papier pendant des workshops, par exemple, si vous voulez des idées. Ça peut être des trucs low fidelity sur Figma, c'est-à-dire qu'on fait des trucs un peu vite fait, des grands zonings. C'est-à-dire ici, on mettra un champ texte, mais c'est pas pile le champ texte du design system. Ça D'accord, peut ouais. être ça. Après, si on a un design system bien fait, personnellement, je trouve que des fois, c'est aussi impactant d'aller sur le papier et de faire directement peut-être la solution high fidelity si ça vous prend pas moins de temps. J'ai déjà eu l'expérience de faire en high fidelity, puis après d'essayer de remettre en gris pour faire croire que c'était en low fidelity. Enfin, franchement, si ça vous fait pas gagner de temps, allez vers du high fidelity et limite bah, itérer et partez en fait dans tous les sens, quoi. Donc là, ensuite, on a donc les user tests, c'est-à-dire que là, c'est la deuxième fois où on va pouvoir voir nos utilisateurs. Donc Ouais. la première, c'est vraiment de la discovery, du questionnement, et ensuite, on va leur faire tester toutes ces interfaces qu'on vient de faire sur Figma. C'est aussi ça, c'est aussi ça la raison pour laquelle c'est bien de faire en high fidelity des fois direct, c'est qu'on n'a pas à s'embêter de nouveau à montrer du Lofi à toute notre équipe et dire OK, on fait cette solution et devoir la refaire pour des user tests. Si vous faites des user tests, par exemple, j'ai eu l'expérience avec des médecins et que vous mettez des fausses infos ou des textes en latin, lorem ipsum, c'est pas, ils vont être un petit peu dérangés et je pense que le user test n'aura pas la même profondeur que si vous avez un truc bah, qui ressemble au produit qu'ils utilisent réellement. C'est pas un truc en noir et blanc et donc ils se retrouvent dans l'environnement, ils peuvent vraiment tester en réel bah, la fonctionnalité que vous proposez. Et je pense que ça aura plus d'impact du coup dans les retours qu'ils vous feront. Mhm. Avec ce risque de potentiellement devoir repartir de zéro, alors que du coup, tu as passé plus de temps à faire un proto bien complet et tout. Mais effectivement, tu te dis que les retours sont entre guillemets plus quali, quoi. Enfin, Bah ouais, plus de. complètement. Puis même au-delà peut-être de recommencer de zéro, c'est aussi de se dire bah on va penser que du coup il a bien aimé la feature, mais parce que on a fait tester juste la feature où l'interface était en noir et Ah blanc. oui, ok. Et le jour où on transpose la feature sur un écran où il y a déjà plein de couleurs, les contrastes sont pas bons, ils voient pas la feature. Et donc nous, on s'est fait biaiser. Et donc quand la feature, elle sort, elle est release, eh bien, il y a cette espèce de concordance qui se fait pas avec ce qu'on a entendu en user test et la réalité, quoi. Et donc on passe à la dernière partie du coup, enfin on passe au user test. Donc nous, dans notre cas, on a choisi les solutions qu'on souhaitait tester. Il faut les choisir, les prioriser et ensuite savoir comment on va organiser les user tests. Donc ça peut être fait par
UR si UR disponible, mais ça peut être fait par PM plus Product Designer. Enfin, ça dépend, c'est une collaboration entre tout le monde. Et là, on a voulu tester du coup un calendrier de grossesse, c'est-à-dire au début de la grossesse, ça propose au médecin toutes les dates clés des échographies et des différentes étapes pour pas qu'il l'oublie. L'export du dossier, c'est-à-dire avant d'aller à l'hôpital, avoir un export avec uniquement les infos importantes bien hiérarchisées et pouvoir ajouter des antécédents gynécologiques, on en parlait juste avant. Donc, c'est les trois features qu'on a voulu tester avec les praticiens. Et ça nous fait rentrer du coup dans cette phase où on va avoir encore une fois plein de retours, plein d'insights et ce genre de choses. Il va falloir rationaliser, c'est-à-dire passer dans une phase encore de convergence. Quel retour on garde? Et des fois, c'est possible de refaire la loupe. On repart dans des user tests parce qu'on se rend compte qu'on était complètement à côté de la plaque. C'est possible, c'est pour ça qu'il y a cette petite loupe. Et donc là, ça va être analyser les insights, recraft la solution, peut-être des fois, on peut améliorer quand même une solution qu'on va garder. Et puis, spécifier et documenter. Donc là, compenser les testeurs de notre solution. Craft, donc, itérer avec leur retour, peut-être améliorer, retester si vraiment on prend un truc à 360 et on n'était pas bon sur le projet. Spécifier et documenter. Donc, comment elles vont être réalisables techniquement. Alors, spécifier des fois les choix design, mais moi, c'est à ce moment-là où je me dis, il va falloir préparer un end-off aux développeurs. Et donc, c'est intéressant de collaborer avec les développeurs sur évidemment tout le projet. Mais si on doit itérer sur des retours utilisateurs, je pense que c'est important aussi d'inclure les développeurs sur si on rajoute ça ou ça, est-ce que techniquement ça va rentrer en fait dans la roadmap et à l'estimation de temps qu'on avait au départ. Et donc, il y a une matrice aussi, alors il y a plein de matrices possibles, mais là, ce qui avait été fait avec donc là, c'est plus la partie PM, mais dans laquelle les développeurs et moi-même étions conviés, c'est une matrice impact-effort, c'est de se dire comment on va prioriser toutes ces features, parce qu'on ne pouvait pas faire les trois. Et donc, le calendrier de grossesse, on s'est dit que ça avait un fort impact et un fort temps de dev, mais que c'était vraiment nécessaire. L'export, ça avait un faible impact et un fort temps de dev, faible impact parce que c'était déjà possible, mais ce n'était pas le standard que souhaitaient les praticiens. Il y avait quand même toutes les infos, mais elles étaient mal hiérarchisées, donc du coup, on a dû déprioriser cette feature. Et pouvoir ajouter des antécédents, c'était un fort impact et un très faible temps de dev. Donc là, la matrice, elle est vraiment hyper simplifiée, mais il y a un moment où évidemment on est obligé de rationaliser, et là on avait dû le faire, et on avait décidé durant ce projet d'enlever l'export du dossier de grossesse, en tout cas l'amélioration de l'export du dossier de grossesse. Et donc, cette élaboration de la matrice impact-effort, là, du coup, les devs sont directement impliqués puisqu'il s'agit de leur travail. Et Ouais. ensuite, ça va leur servir à, même vous ensemble, à prioriser ce qui va arriver après, etc. On est d'accord? Ouais, Ce qui va partir en dev. exactement. Ok. Exactement. À partir du moment où on fait cette matrice, évidemment que si moi je suis encore en train de travailler sur le projet et de bien faire mes flows Figma et de bien mettre les petites specs du design system en dessous, l'export du dossier de grossesse, je vais plutôt l'archiver et je vais plutôt me concentrer sur les deux autres qui du coup ont été priorisés à la suite de cette matrice, quoi. Ouais, Et donc on arrive ensuite à la dernière étape. Donc c'est marqué release, monitor, mais il y a quand même le end-off. Et du coup, j'aimerais m'arrêter là-dessus, c'est-à-dire le passage de flambeau au développeur. ok. Et je pense que justement, il faut essayer de se dire que c'est pas un passage de flambeau, mais c'est une collaboration qui continue et essayer de rester Oui. de pair avec le développement et ce qui se fait. Et s'il y a des questions côté développeur, qu'est-ce qu'on peut faire côté design pour fluidifier tout ça, quoi. Oui, tu veux dire que toi, ton implication s'arrête pas là et que vous continuez à être dans les mêmes rituels, etc. Exactement. Ok. Voilà. Pardon, tu voulais dire sur un autre truc sur Non, le... c'est terminé. Enfin, j'ai oublié que j'avais une dernière salle, mais c'est ça, en fait. Faire le end-off, mais ensuite bien suivre après le process design, peut-être les tickets sur Jira ou ce qui concerne en tout cas le front pour être toujours au courant des décisions prises côté tech et s'il y a des arbitrages à prendre, peut-être être dans ces arbitrages, quoi. Trop bien. Franchement, merci beaucoup, beaucoup Mathis pour ce détail. Je trouve que c'était hyper parlant d'avoir un exemple de projet sur lequel tu as bossé. C'était vraiment méga complet. Il y a une première question qui est venue de Livio, qui justement était une des miennes, plutôt sur le timing. Donc Livio l'a formulé comme ça. Combien de temps peut durer un cycle comme celui-ci chez Docto? Et juste pour ajouter, est-ce que tu vois ce genre de... Enfin,
est-ce que c'est uniformisé selon enfin, n'importe quel projet ou genre problème que vous avez identifié au départ ou parfois ça peut changer, tout dépend du truc sur lequel tu es? Non, évidemment que ça dépend de l'importance du projet. Là, ce projet-là était important parce que ça allait pouvoir nous ouvrir des nouvelles, des nouveaux praticiens et par Oui. exemple sage-femme et des choses comme ça. Donc ça, ce projet était plutôt important. Donc il y a des sizing un petit peu. Tu as des projets large, medium, small. Ça dépend aussi si on a déjà le knowledge. Par exemple, si là, on devait refaire une fonctionnalité pour la grossesse, ça serait sûrement du coup la même équipe qui le ferait. Et donc, on aurait Ouais. déjà le knowledge. Donc, on reprendrait ce qu'il y a sur Dovetail et on Hmm. passerait peut-être plus vite à la phase solution. On framerait le problème toujours, mais on passerait à la phase solution plus rapidement. D'accord. Il y a différentes tailles de projets, évidemment, sur l'impact qu'ils vont avoir. Ça, c'est plutôt la partie product management, justement, et stratégie qui vont en décider. Ok. Il va y avoir des roadmaps. Et ensuite, même des fois sur des grands projets, on peut des fois passer plus vite à la partie solution ou rester plus longtemps sur la partie discovery si vraiment on ne connaît pas le problème, quoi. Ok, très clair. Merci Mathis pour cette précision. Karine a posé une question. Est-ce que l'UX Researcher est dans la squad ou dans l'équipe design transverse qui mène le user test? Et après, il y a encore une question de Paloma qui concerne aussi un autre métier. Euh, alors, ça dépend des streams, mais si au tout départ, il y avait des user research dans les teams, aujourd'hui, c'est toujours le cas, mais un user research ou une user researcher peut avoir différentes teams. Et je dirais que l'apport, il est surtout sur la discovery, parce que c'est là où c'est hyper important d'avoir leur expertise pour structurer la démarche, parce que, comme on a dit, ça part dans tous les sens. C'est aussi possible de monitorer les user tests avec la user research. Après, ça dépend. En fait, c'est aussi aux designers et aux PM de savoir s'ils ont envie que la user researcher soit là. Si, par exemple, moi, souvent, je fais relire mes mails aussi pour avoir son œil. Donc, c'est en fait une collaboration aussi, donc tu disais, soit transverse, soit pas. Des fois, nous, on connaît bien le projet et si on se sent à l'aise avec le fait de faire des entretiens, bah, il n'y a pas de problème. Si on n'est pas à l'aise ou qu'on a besoin de son expertise avant de faire l'entretien, les user researchers sont là aussi. Ok. Euh, Mathieu, alors attends, non, il y avait Mathieu et Eugénie aussi. Ok. De quel genre de maquette ou de spec les devs ont-ils... Non, pardon, il me semblait bien. Paloma d'abord. Les UX writers arrivent à quel moment du processus chez Docto? Alors, le but, c'est que les UX writers soient là le plus tôt possible. Donc, parce qu'en en fait, c'est aussi des designers et c'est comme l'UR. Et donc, je pense qu'en fait, avoir l'œil de tout le monde, c'est hyper bien. Donc, les UX writers arrivent au design kick-off. En fait, ils sont là au design kick-off. Ils sont là pendant aussi la phase de discovery, les entretiens. Ça permet du coup de nourrir la réflexion quand on se pose autour d'une interface. On n'est pas là à réexpliquer. En fait, il y a les gynécologues qui font ça et nanani. En fait, c'est hyper bien d'avoir tout le monde qui est dans la boucle. Alors, dans la réalité, c'est pas forcément hyper simple parce que nous aussi, chez Doctolib, on a des gens qui sont en remote ou qui sont des fois qui habitent dans d'autres pays ou des choses comme Oui. ça. Il faut arriver à bien se synchro, à essayer que tout le monde ait le même niveau d'information. Mais Mhm. quand ça fonctionne bien, enfin, quand tout le monde prend le bateau à partir du design kick-off, enfin, c'est un régal quoi, d'avoir tout le monde et que la collaboration se fasse, que le X-Writer puisse aussi faire des retours sur le design, enfin sur le product design, quoi, parce que évidemment les UX writers utilisent Figma et sont hyper chauds aussi en product design. Donc le but c'est que tout le monde soit là dès le départ, quoi. Et c'est marrant, ça me lance à un truc. Ça demande quand même d'avoir une culture de l'oral, mais et aussi de l'écrit qui soit assez forte pour être sûr qu'en fait tout le monde soit embarqué de façon tout à fait égale dans le projet finalement de A à Z, quand bien même enfin, les rôles arrivent à, enfin, tu vois, sont à des moments un peu décalés, quoi. Ouais, enfin, tu veux dire dans la communication entre tout le Ouais. monde? Ouais, Ouais, carrément, et même du coup de se tenir au courant, tu vois, dès l'instant zéro, alors au-delà de la présence au kick-off, etc., mais du coup de se tenir, ouais, de suivre l'avancée et bah, ce qui peut être produit en termes de livrables tout à fait concrets, tu vois. ouais, carrément. Mais
En fait, c'est là où il faut essayer de mettre en place des rituels, des collabs Mhm. assez simples Ouais, et en fait, et moi, je suis assez mauvais élève là-dessus. J'ai une to-do list, mais j'aime bien me dire que je fais pas 36 000 rituels pour faire des rituels. oui, Et donc, des fois, en fait, c'est bien d'avoir aussi un channel Slack et de se dire, j'ai fait un meeting, par exemple, product designer PM parce qu'on s'est croisés. Et ben, il faut quand même, voilà, tenir au courant les autres parce que sinon, complètement. la Carrément. collab, elle fonctionne pas. Donc ça, c'est vrai que c'est assez dur, mais en mettant en place des rituels et en sachant pourquoi on va au rituel, qu'est-ce qu'on vient y chercher, et les personnes qui sont pas là, les tenir informées, ça permet aussi d'avoir la synergie de feature team, quoi. Ouais, c'est clair. Et du coup, des process qui, parfois, en vrai, ça se met en place. Et chez Docto, j'imagine qu'il y a eu plein de tests, etc. Mais c'est vrai que je pense aux product designers que vous êtes, qui peuvent être peut-être au début. C'est normal que ça prenne un peu de temps, peut-être, de mettre en place des process, etc. Mais effectivement, il y a un vrai enjeu là-dessus. Ouais. Alors, il y a Mathieu, Eugénie et Elisa. Alors, d'abord, Mathieu, de quel genre de maquette ou de spec les devs ont-ils besoin pour pouvoir bien estimer le temps et la faisabilité du développement? Bah, les maquettes, de quel genre de maquettes? Bah, évidemment, des maquettes plus ou moins high fidelity, plus ça va être proche de notre produit et de ce qu'on Mm. a, mieux c'est parce que du coup, ils vont déjà avoir l'idée de ce qu'ils vont pouvoir réutiliser comme composant. Parce que nous, on a du coup un design system côté design et tech. Et donc, moi, si je mets une espèce de zone low fidelity, bah, on ne sait pas. Est-ce que c'est un composant qui est déjà dans le design system ou pas? Ça va jouer en termes de timing, je pense. Après, je suis pas dev, donc je te dis mon point de vue de designer, mais donc plus c'est high fidelity, plus c'est proche de la réalité et aussi plus c'est détaillé. Nous, on a des petits, ce qu'on appelle des end of cards, des cartes pour faciliter le end of. En fait, on va pouvoir spécifier, bah, là, j'ai utilisé tel composant, je te mets le lien dans Storybook. Là, l'interaction, quand on clique ici, il faudrait que ça fasse tel truc. C'est trouvable dans tel et tel endroit du produit. Donc, on va essayer de faciliter au maximum. Plus tu vas donner d'infos au niveau de détail et de haute fidélité, bah, mieux ce sera, je pense, pour les devs. Après, je suis pas dev, donc je ne m'avancerai pas trop, mais voilà. Si la collaboration jusque maintenant se passe bien avec eux, c'est que bon, globalement, ça va. Eugénie qui demande, alors comment structurez-vous tout le knowledge accumulé lors des entretiens et des tests? Je Ouais, pense que c'est une bonne question. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait des tests modérés et non modérés. Donc, les modérés, c'est-à-dire que on va enregistrer l'entretien, on envoie le proto au médecin, le médecin partage son écran. Mhm. Et en fait, il y a aussi il y a quelqu'un qui va poser les questions, c'est-à-dire modérer le test, et quelqu'un qui va noter. Pour l'instant, on n'a pas de truc qui transcript sur Google Meet. Il y en a un qui transcript en anglais, mais on n'en a pas qui sont vraiment hyper précis. Donc, on est obligé d'avoir quelqu'un qui prend des notes. Et Ok. donc, sur Dovetail, on aura la vidéo, les notes en dessous. Et ensuite, là, c'est l'expertise de la user research qui va euh, on va dire, taguer ou flaguer, de dire là, tel praticien, il y a un pain, là, il y a une suggestion d'idée. Et donc, à la fin, on a les 20 entretiens, on peut aller sur suggestion d'idées, on a toutes les idées suggérées dans ce projet, quoi. Et donc, tout ça, c'est sur Dovetail. Justement, c'est ce que j'allais te dire. Dovetail, le nom de l'outil, on est d'accord? Ouais, c'est ça. Je peux vous Je ne l'écrire. sais pas si tu le vois sur le chat. Est-ce que je l'ai bien écrit? D-O-V. Ah, Ouais, ok. c'est ça. Ouais, exact. Ouais. Donc, il y a peut-être d'autres outils, mais en tout cas, nous, c'est sur celui-ci. J'avoue, j'en connais pas trop d'autres, mais voilà. Ok. Euh, Ok, c'était la question de Eugénie que j'ai prise. Elisa, qui demande, en parlant de UX Writing, qui se charge de prendre en compte l'accessibilité dans votre produit? Je sais pas, c'est aussi des notions d'inclusion, j'imagine. C'est que c'est intéressant Ah, comme question. l'accessibilité, ça doit être un petit peu à tous les niveaux. C'est-à-dire que Oui. il y a évidemment l'inclusion aussi. C'est-à-dire, est-ce qu'on va écrire en écriture inclusive ou Ouais, pas? ouais. Parce Mm, que bah, euh, il y a des soucis de lisibilité, des fois en mettant des points entre les lettres. Enfin, en fait, il y a un peu de niveau. Donc ça, c'est évidemment l'UX Writing qui va faire des guidelines dessus. mm. C'est-à-dire, Ok. est-ce qu'on a le droit ou pas de faire telle ou telle chose? Est-ce qu'on doit ou pas utiliser tel ou tel mot, par exemple? Plutôt faire des verbes simples? Est-ce qu'on dit valider EZ ou ER? Enfin, toutes ces règles en fait qui vont permettre d'amener de la consistance. Ok. Il y a des guidelines faits côté user research. Et ensuite, l'accessibilité, bah, c'est fait enfin, dans différentes équipes. Il y a Oui. l'accessibilité, c'est-à-dire le contraste, par exemple, des couleurs. Bah,
ça, il y a l'équipe design system qui, pour les product designers, va faire des guidelines, de dire bah, telle couleur sur telle couleur, ça marche pas et c'est pas bon niveau contraste. Il y a des plugins aussi pour vérifier. Et puis, il y a l'accessibilité aussi niveau dev. Par exemple, il faut que le logiciel ait un screen reader, par exemple, pour les personnes non-voyantes. Donc, D'accord. côté dev aussi, il y a des gens garants de l'accessibilité. Par exemple, il faut pouvoir naviguer au clavier aussi. Ça, c'est des soucis d'accessibilité. Je sais Mhm. pas si c'est ça, Elisa, mais en fait, dans chaque équipe, il y a des guidelines d'accessibilité à respecter, un petit peu des normes, quoi. Mais des guidelines qui s'extraient un petit peu de juste le projet qui est mené et qui en fait sont plus de Oui, l'ordre de la strate d'Octo de façon générale en termes ouais, d'accessibilité. Ok. ouais. C'est des guidelines ceux qui vont être dans le design system, en fait. D'accord. Du coup, régie bah, les devs et aussi les designers et des guidelines aussi Hmm. du X-Writing, quoi. Ok. Elisa, je vois que tu étais en train de taper, mais plus maintenant. Mais dis-nous si tu as une dernière question ou même peut-être que vous en avez d'autres. Juste pour moi, je vais poser ma dernière question de fin. En tout cas, c'est le moment ou jamais là de poser vos dernières questions. Merci beaucoup de rester, même si on est un petit peu en retard. Ok, bah Elisa, parfait. Peut-être pour résumer, Mathis, et du coup qui seront nos mots de fin. Comment est-ce que tu définirais la place du design chez Doctolib? Si on devait vraiment faire une espèce de conclu. Bah, ouais, c'est vrai que au sein du cycle produit, je dirais qu'on a une équipe design en fait très mature. C'est-à-dire, il y a des product designers, on a un design system, on a des user researchers, UX writers. C'est pas le cas partout. Des fois, comme on le disait au tout début, il y a des PM qui ont des rôles de designer. Donc, Doctolib, c'est une boîte qui a beaucoup grandi en 10 ans. Donc, on a une équipe enfin, une équipe design très mature, mais il faut quand même trouver aussi sa place de product designer dans sa feature team parce que chaque équipe est différent et chaque cycle produit donne une place au design qui est aussi différente. Oui. Je pense qu'il faut arriver à ne pas être l'exécutant de quelque chose, comprendre en fait la place du design qu'il y a dans son entreprise et essayer de se dire bah, quel levier j'ai pour arriver à me faire entendre en fait de plus en plus. Donc il faut, je pense, informer ses choix, se faire challenger au bon moment, montrer que le design est collaboratif. Je ne sais pas si je peux vraiment définir la place du design au sein du cycle produit. Je pense que c'est moins bien que d'autres entreprises et beaucoup mieux que plein d'autres. Donc, moi, je dirais que je suis satisfait, mais il y a quand même encore beaucoup de challenges. Il faut arriver à faire sa place, il faut arriver à mettre en place des rituels avec son équipe et voilà, faire des vies ma vie avec des développeurs, des PM pour essayer de comprendre leur métier, se mettre à la place d'eux et en fait bah, être vraiment une équipe de plus en plus soudée, comprendre les Mm. contraintes, comprendre les métiers qu'il y a en fait au sein du cycle produit pour saisir les opportunités que peut avoir le design et où est-ce qu'il y a des fenêtres d'opportunités, quoi. Je pense que c'est effectivement l'élément que je retiendrai, cette importance de comprendre la réalité de l'autre pour aussi connaître ses contraintes et finalement être aussi plus performante dans son propre job, juste designer, mais en fait qui fait partie d'un truc qui est un peu plus global. Merci beaucoup, beaucoup, Mathis, pour Bah, tous ces merci à vous. partages et surtout d'avoir aussi bien, illustré avec un truc aussi concret. Je trouve que c'était super parlant. Ça a donné lieu à plein de questions. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là, d'avoir été aussi actif et active. C'était très très chouette pour moi de mener cet entretien qui, je pense, vous a pas mal plu, en tout cas qui a suscité pas mal de questionnements. Merci d'être resté jusque la fin Merci. et on se dit à très très vite, j'espère. Pardon Mathis, je t'ai coupé sur quelque chose. Non, non, mais merci à toi pour l'organisation, merci à tout le monde. Je vous mets une petite liste de recommandations si vous Trop bien. voulez, de trucs, j'en avais préparé une. Ah bah Cool. non, j'ai atteint la limite de caractère autorisé. Bah, vous n'aurez pas les deux dernières. Eh ben, si tu veux, tu peux me le partager. De toute façon, je vous ai dit, on vous prépare un mail un peu récap, synthèse de Ok, tout ça. Donc, je vous le mets là-dedans. Comme trop bien. ça, on continue à faire vivre ce webinar. Merci beaucoup tout le monde. Au revoir. Ouais, merci. Bye. Merci Mathis. Salut.